La salle d'audience était d'un silence de mort. La juge Harmon se pencha en avant, regardant par-dessus ses lunettes la femme vêtue d'un élégant tailleur gris. « Madame Reynolds, demanda-t-elle, acceptez-vous de diviser les biens conjugaux à parts égales ?» Sophia Reynolds esquissa un sourire calme. Un sourire glacial, qui n'avait absolument pas sa place dans un tribunal des affaires familiales. « Absolument, votre honneur, dit-elle d'une voix claire. Mais, avant cela, je veux que tout le monde, dans cette pièce, regarde une vidéo. » À cet instant précis, Daniel Reynolds, l'homme qui avait été son mari pendant 20 ans, devint blanc comme un linge. Ses mains s'agrippèrent au bord de la table, avec une telle force, que ses jointures en blanchirent. « Non, murmura-t-il, la voix brisée. « Sophia, ne fais pas ça. » Mais elle ne daigna même pas le regarder. D'un simple hochement de tête, le grand écran, situé à l'avant de la salle d'audience, s'alluma. Ce qui se produisit ensuite allait détruire tout ce que Daniel pensait avoir soigneusement caché, et ce, depuis près d'une décennie. Personne, dans cette salle, ne comprenait encore ce qu'ils étaient sur le point de voir. Pourtant, 3 mois plus tôt, rien de tout cela n'aurait semblé possible. Sophia avait passé 26 ans dans l'armée de terre française. Elle avait mérité son grade de colonel à la dure, grâce à de multiples déploiements, à des nuits blanches, et à des décisions qui, si elles étaient mauvaises, pouvaient coûter des vies. Elle avait manqué des anniversaires. Elle avait manqué des Noëls. Elle s'était retrouvée assise dans une tente, dans un pays dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom à voix haute devant sa propre mère, regardant une photo satellite de la fête du 3e anniversaire de sa fille, simplement parce qu'elle ne pouvait pas y être en personne. Chaque sacrifice, se disait-elle, servait une cause plus grande. C'était pour leur avenir, et pour la famille qu'elle et Daniel construisaient ensemble, brique par brique, déploiement après déploiement. Daniel avait toujours répété la même phrase, avant chaque au revoir, à la porte d'embarquement de l'aéroport, « Fais ton travail, sauf. Je m'occupe de la maison. » Et elle le croyait. Non pas parce qu'elle était naïve, mais parce que cette croyance était la seule chose qui rendait ces 20 années de distance supportables. Pendant 2 décennies, elle a transféré son salaire à la maison. Sa prime d'opération extérieure, ses bonus, et chaque indemnité que l'armée lui versait pour les épreuves, pour les risques, et pour le temps volé à sa propre vie. Elle envoyait tout cela à leur maison de l'avenue des Tilleuls, à l'homme qui avait promis de tout gérer, pendant qu'elle tenait la ligne de front, quelque part loin d'ici. Il prend soin de nous, se répétait-elle, allongée et éveillée dans des casernes qui sentaient le gazole et la poussière. Elle imaginait Daniel payant les factures sur la table de la cuisine, imaginant l'épargne pour les études de leur fille croître tranquillement, sur un compte auquel elle n'avait jamais besoin de penser. Elle lui faisait confiance, de la même manière qu'elle faisait confiance à son entraînement militaire, sans jamais ressentir le besoin de vérifier 2 fois. Elle aurait dû vérifier. Le jour où tout a volé en éclats avait commencé comme n'importe quel autre. Sophia était rentrée 3 jours plus tôt que prévu d'une rotation d'entraînement au camp de Mourmelon, espérant surprendre Daniel avec un bon dîner, ainsi qu'avec la bonne bouteille de vin qu'elle avait précieusement gardée. Au lieu de cela, elle l'avait trouvé debout dans la cuisine, les bras croisés. Il l'attendait, comme s'il avait répété ce moment dans sa tête des centaines de fois. « J'ai rencontré quelqu'un, dit-il. Aucun préambule, aucune tentative de douceur. Juste ces mots, lâchés sur le carrelage entre eux, comme une grenade dont on aurait déjà retiré la goupille. Sophia sentit son estomac se nouer, comme s'il traversait le sol. Mais son visage, façonné par 26 années de discipline militaire, resta parfaitement impassible. « Qui est-ce » demanda Sophia, bien qu'une partie d'elle sût déjà qu'elle ne voulait pas entendre la réponse. « Elle s'appelle Lily » répondit Daniel, presque fier de lui. « Elle a 26 ans. » Sophia fit le calcul sans le vouloir. 26 ans. Exactement le même nombre que ses années de service. Elle rit presque face à la cruauté de cette coïncidence, sauf que rien, dans ce moment, n'était drôle. Il n'y avait aucune excuse dans sa voix, aucune trace de culpabilité dans sa posture. Il se tenait là, le menton levé, tel un homme annonçant une décision commerciale, plutôt que la fin d'un mariage. Et puis,
il prononça la phrase qui allait tourner en boucle dans l'esprit de Sophia, pour le reste de sa vie, tranchante et nette comme une lame. L'armée peut te garder, dit-il. Moi, je veux une vraie femme. La cuisine plongea dans le silence, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Sophia le regarda. Elle l'observa vraiment, de la même façon qu'elle étudiait le terrain avant une mission, cherchant à déceler ce qui était caché sous la surface. Elle vit un inconnu, portant le visage de son mari. « Je comprends, dit-elle doucement. » Ce fut tout. Pas de larmes, pas de supplications, pas de voix élevée. Elle se retourna, ramassa le sac qu'elle avait posé près de la porte quelques minutes plus tôt, et sortit dans l'air frais du soir. Elle laissait derrière elle 20 ans de mariage, étalés sur le carrelage de la cuisine, comme une tache renversée, abandonnée là pour sécher. Elle ne pleura pas non plus dans la voiture. Elle conduisit, les deux mains fermement posées sur le volant, tandis que les lampadaires glissaient sur le pare-brise en longues traînées ambrées. Son esprit faisait déjà ce à quoi son cœur n'était pas encore prêt, il calculait. 20 ans. Chaque déploiement, chaque euro renvoyé à la maison, chaque sacrifice qu'elle avait fait, en croyant fermement que quelqu'un montait la garde au foyer, pendant qu'elle protégeait quelque chose de plus grand. Quelque chose clochait. Et Sophia Reynolds avait passé toute sa carrière à apprendre à faire confiance à cet instinct. 2 jours plus tard, elle s'assit face à une avocate spécialisée en divorce, dans un bureau du centre-ville qui sentait le cuir des fauteuils et l'ambition. L'avocate, une femme perspicace nommée Rachel Kahn, fit glisser un bloc-notes juridique sur le bureau, et demanda à Sophia ce qu'elle attendait de la procédure. Sophia ne répondit pas tout de suite. Elle repensa au virement bancaire, à ses comptes joints qu'elle n'avait jamais remis en question. Elle songea à cette confiance placée en un homme, parce que la confiance était censée être une fondation, et non une arme. « Je ne veux pas me venger, dit finalement Sophia, d'une voix posée et contrôlée. Cette même voix qu'elle utilisait pour donner des ordres cruciaux. « Je veux savoir ce que mon mari a réellement fait, pendant 20 ans, pendant que j'étais absente. » Rachel Kahn posa son stylo, lentement. Elle sentait bien qu'il y avait, sous cette phrase, bien plus qu'une simple requête. Elle n'avait encore aucune idée à quel point elle avait raison. Le cabinet de Rachel Kahn devint la résidence secondaire de Sophia. Au fil des semaines suivantes, Rachel fit appel à un jury comptable nommé Marcus Whitfield, un homme calme et précis, qui s'exprimait avec des chiffres, tout comme Sophia s'exprimait avec des évaluations tactiques. À ses côtés, s'ajouta une détective privée, une ancienne inspectrice nommée Jean Ferry. Cette dernière avait une façon d'observer les gens, comme si elle avait toujours 3 coups d'avance sur ce qu'ils s'apprêtaient à dire. Au début, Sophia supposa que l'enquête confirmerait une chose, et une seule, que Daniel avait été infidèle, que Lily n'était pas la première, et que cette liaison se construisait depuis un moment. Cela aurait fait mal, certes, mais cela aurait été une blessure qu'elle pouvait comprendre. L'infidélité était une trahison qu'elle pouvait classer dans la catégorie de la faiblesse humaine. Elle l'avait déjà vue, dans d'autres mariages, déchirés par la distance et par la tentation. Mais, plus Marcus creusait dans les dossiers financiers, plus il devenait évident que l'infidélité n'était que la plus infime partie de ce que Daniel avait bâti. « Mon colonel, dit Marcus un après-midi, en faisant glisser un dossier sur la table de conférence, avec une voix prudente, presque désolée. Votre mari possède une société écran, immatriculée au Luxembourg. Elle est active depuis 6 ans. » Sophia ouvrit le dossier avec lenteur. Des relevés bancaires, des virements, des actes de propriété portant des noms qu'elle ne reconnaissait pas, le tout noyé dans un jargon juridique qu'elle devait lire 2 fois pour assimiler. Une maison de ville à Biarritz, achetée au nom d'une société civile immobilière. Un bateau, enregistré au nom d'une entité commerciale qui n'existait que sur le papier. Des fonds, déplacés de leur compte d'épargne commun vers des canaux obscurs, menant à des endroits que Sophia n'aurait jamais pu retracer sans aide. Il a utilisé la procuration que vous avez signée avant votre dernier déploiement, déclara Jean Ferry, en tapotant une page près du bas de la pile. Celle prévue pour les urgences, les décisions médicales, et la gestion du foyer. Elle marqua une pause. Il s'en est servi pour ouvrir 2 nouveaux comptes, et pour transférer des actifs, à peine 9 jours après votre départ pour Djibouti.
Sofia resta parfaitement immobile. C'était la même immobilité qu'elle adoptait lors des briefings de mission, lorsque les renseignements reçus ne correspondaient pas à ce qu'on lui avait prédit. Son esprit parcourut automatiquement la chronologie des faits. L'entraînement lui avait appris à traiter les mauvaises nouvelles, sans jamais laisser transparaître la moindre émotion sur son visage. 9 jours. Elle était outre-mer depuis seulement 9 jours, croyant que son mari mettait en place une épargne pour les études de leur fille. Au lieu de cela, il jetait les bases d'une seconde vie, une vie qui ne l'incluait pas. Ce n'était pas un acte impulsif, ajouta doucement Jean, scrutant le visage de Sofia, à la recherche de la moindre faille. C'était un plan à long terme, mon colonel. Celui qui a mis cela en place savait exactement ce qu'il faisait, et il a eu des années pour le peaufiner. Ce soir-là, Sofia s'assit seule dans le petit appartement de location, qu'elle occupait près de la base militaire. Un ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine, avec une tasse de café qui refroidissait à côté d'elle. Elle fouilla dans de vieux emails, d'anciens relevés bancaires, et des dossiers fiscaux remontant à une décennie. Elle croisa les dates de ses déploiements avec celles des transactions financières majeures. Très vite, un schéma commença à émerger, telle une photographie se révélant dans une chambre noire, faible au début, puis absolument indéniable. À chaque fois qu'elle quittait le pays, de l'argent bougeait. Chaque fois qu'elle était injoignable pendant des semaines entières, un nouveau compte apparaissait. Une propriété changeait de main, ou bien une signature, la sienne, falsifiée avec une précision troublante, apparaissait sur des documents qu'elle n'avait jamais vus. Elle concevait chaque déploiement comme un acte de dévouement, pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Daniel, de son côté, avait visiblement perçu chacun d'eux comme une simple opportunité. Il y avait un email en particulier qui la glaça d'effroi. C'était un message de Daniel, envoyé à un vieil ami d'université 4 ans plus tôt, évoquant la restructuration des actifs avant que les choses ne se compliquent. À cette époque, Sofia se trouvait dans une salle de briefing, à l'autre bout du monde, en train d'examiner des images satellites. Elle ignorait totalement que, il y a 4 ans de cela, son mari planifiait déjà un avenir qui l'excluait. Elle pressa ses paumes à plat contre la table, sentant la surface froide sous ses doigts. Elle s'ancrait dans le présent, comme elle avait appris à le faire lors des moments de grand stress à l'étranger. Inspirer sur 4 temps, retenir son souffle sur 4 temps, expirer sur 4 temps. Cela n'effaça pas la douleur, qui se propageait dans sa poitrine, mais cela permit à ses mains de rester assez stables pour continuer sa lecture. La trahison n'était plus seulement émotionnelle. Elle était architecturale. Daniel n'avait pas simplement cessé de l'aimer, pour finir par tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Il avait bâti une existence secondaire entière, brique après brique, avec une attention méticuleuse. Il avait utilisé l'absence de Sofia comme ciment, pour maintenir le tout en place. Chaque médaille qu'elle avait gagnée, chaque distinction, chaque nuit passée sans dormir à cause de ce qu'elle avait vu au service de son pays. Tout cela, sans qu'elle le sache, avait financé une vie secrète, construite dans son dos. Elle pensa à appeler sa sœur, ou encore sa vieille amie de l'école des officiers, juste pour entendre une voix qui n'appartiendrait pas à un avocat ou à un enquêteur. Mais quelque chose, au fond d'elle, résista à cette envie. Ce n'était pas encore le moment de chercher du réconfort. C'était un moment exigeant de la clarté. Et cette clarté nécessitait une forme de solitude, celle à laquelle Sofia s'était habituée au cours de ses 26 années de service. Ce silence particulier, propre à une personne qui a appris à porter seule de lourds fardeaux. 2 semaines après le début de l'enquête, Jean Ferry l'appela. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'était plus le professionnalisme tranchant auquel Sofia s'était habituée, mais bien une note de surprise sincère. « Mon colonel, dit-elle, nous avons trouvé quelque chose dans la maison. Quelque chose sur un vieux disque dur, relié à votre système de sécurité. Je pense que vous devez venir voir cela en personne. » Sofia demanda de quoi il s'agissait. Jean hésita, choisissant ses mots avec une prudence inhabituelle. « Une vidéo », finit-elle par dire. « Une vidéo dont votre mari, à mon avis, ignorait totalement l'existence. » Sofia ne répondit pas immédiatement. Par la fenêtre, la base militaire semblait paisible,
et le drapeau pendait immobile, dans l'air sans vent de la soirée. Quelque chose lui disait que ce qui se trouvait sur ce disque dur allait tout changer. Pas seulement l'affaire juridique, mais la nature même du règlement de compte à venir. Jean Ferry retrouva Sophia à la maison de l'avenue des Tilleuls, lors d'un mardi après-midi grisâtre. Le genre de journée couverte, qui donnait à tout le quartier l'allure d'une vieille photographie, laissée trop longtemps sous la pluie. Sophia n'y était pas retournée depuis le soir où elle était partie, avec pour seul bagage son sac et sa dignité. Se tenir maintenant sous le porche lui faisait un effet étrange. C'était comme si elle visitait un endroit qui ne ressemblait à son foyer que par son ossature. Des années plus tôt, alors que la fille aînée de Sophia était encore à l'école primaire, une série de cambriolages avait frappé le quartier. Sophia avait alors insisté pour installer un système de sécurité complet, des caméras à chaque entrée, reliées à un serveur dans le sous-sol, lequel effectuait une sauvegarde automatique sur un disque dur externe. À l'époque, Daniel s'était plaint du coût, le jugeant excessif. Sophia n'avait pas écouté. 20 ans dans l'armée lui avaient appris que la redondance des systèmes sauvait des vies, même lorsque cela semblait inutile aux yeux des autres. À un moment donné, au cours des dernières années, Daniel avait désactivé la majeure partie du système. Il était fatigué de vivre, disait-il, dans un état de surveillance permanente. Il avait retiré les caméras visibles, situées sous le porche et dans le garage. Ce qu'il ignorait, ce que presque tout le monde ignorait, c'est qu'une caméra de secours secondaire, dissimulée dans une étagère décorative du bureau, était restée connectée à l'ancien serveur pendant tout ce temps. Oubliée, ignorée, elle continuait d'enregistrer et d'archiver silencieusement des images, sur un disque dur que personne n'avait touché depuis des années. Jean conduisit Sophia au sous-sol. Marcus Whitfield s'y trouvait, penché sur un ordinateur portable, lui-même relié à un vieux disque dur poussiéreux. L'air, en bas, sentait le carton et la vieille lessive. C'étaient là les vestiges d'une vie que Sophia ne reconnaissait plus comme étant la sienne. Nous avons trouvé ceci en cartographiant le réseau domestique, à la recherche de dossiers financiers, expliqua Marcus, sans oser croiser le regard de Sophia. Je pense que vous devriez vous asseoir avant que je ne lance la vidéo. Sophia ne s'assit pas. Elle resta debout, les bras croisés, la colonne vertébrale bien droite. C'était la posture exacte qu'elle adoptait lorsqu'elle entrait dans une pièce, et qu'elle soupçonnait déjà que les nouvelles allaient être mauvaises. La vidéo commença. L'angle de vue était légèrement surélevé, plongeant sur le bureau de la maison. C'était là que Daniel avait, semble-t-il, tenu plusieurs réunions privées au cours de l'année écoulée. Sur les images, Daniel était assis derrière le bureau qui appartenait autrefois au père de Sophia. Un meuble qu'elle avait hérité et qu'elle chérissait. En face de lui se trouvait Lily, vêtue avec élégance, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. À côté d'elle, un homme en costume. Sophia le reconnut grâce au document de divorce, c'était l'avocat de Daniel. Il y avait aussi une autre femme, avec un ordinateur portable. Marcus l'avait identifiée comme étant une comptable, que Daniel avait embauchée indépendamment de leurs finances communes. Ils parlaient librement, ignorant totalement qu'ils étaient enregistrés. On percevait cette aisance dans leur voix, cette insouciance si particulière, propre aux gens qui se croient à l'abri des regards. Nous devons finaliser les transferts offshore avant la date de l'audience, disait la comptable, d'une voix sèche et professionnelle. Une fois la demande de divorce déposée, déplacer quoi que ce soit devient trop risqué. Daniel hocha la tête. Il s'adossa à sa chaise, affichant une confiance détendue que Sophia n'avait pas vue chez lui depuis des années. Du moins, pas en sa présence. Elle ne remarquera même rien, dit-il. Elle ne vérifie jamais les comptes. Elle est trop occupée à jouer aux petits soldats pour se soucier de vulgaires tableurs. Lily se mit à rire. Ce n'était pas méchant, c'était plutôt le rire de quelqu'un qui savoure une blague d'initié. La juge aura probablement pitié d'elle, gloussa-t-elle. La pauvre colonelle surmenée, qui n'est jamais à la maison. Ça joue en notre faveur, n'est-ce pas? Exactement, confirma Daniel. Personne ne va blâmer le type dont la femme disparaissait 200 jours par an. La mâchoire de Sophia se crispa, mais elle ne dit rien. Ses yeux restèrent fixés sur l'écran.
Elle affichait cette même concentration inflexible, sans un seul clignement de paupières, qu'elle appliquait à l'analyse des images satellites des mouvements ennemis. Puis, l'avocat de Daniel posa une question, qui plongea momentanément la pièce, sur la vidéo, dans le silence. Depuis combien de temps tout cela est-il en marche, Daniel, de façon réaliste? Daniel sourit. Ce sourire facile, si bien travaillé, que Sophia reconnaissait depuis le jour de leur mariage, 20 ans plus tôt. À l'époque où elle croyait encore que ce sourire signifiait quelque chose de vrai. Honnêtement, répondit-il, depuis près de 8 ans. Ces mots résonnèrent dans le sous-sol comme un véritable coup physique. Sophia sentit quelque chose se briser doucement dans sa poitrine. Pas un bruit fracassant, plutôt le craquement sourd de la glace, cédant sous un poids qu'elle n'était pas censée supporter. 8 ans. Leur plus jeune fille venait tout juste de commencer le collège, il y a 8 ans. Sophia avait été déployée outre-mer à 2 reprises, rien que cette année-là. Elle avait manqué un Noël et un 14 juillet, persuadée que chaque kilomètre de distance payait le prix de quelque chose de précieux, pour le jour de son retour. En réalité, elle finançait exactement le contraire. La vidéo continua encore un moment. Ils parlèrent d'immobilier, d'un compte caché, et de documents falsifiés. Le but était de faire paraître les avantages militaires de Sophia bien plus modestes qu'ils ne l'étaient réellement, lors de la procédure de divorce. Puis, finalement, l'écran devint noir. Le sous-sol redevint silencieux. Seul subsistait le faible bourdonnement de l'ancien serveur, qui tournait encore, quelque part derrière les étagères. J'en pris enfin la parole. Mon colonel, je pense que nous avons largement de quoi obtenir un accord très favorable. Et probablement de quoi engager des poursuites pénales, selon le degré d'implication de cette comptable. Sophia hocha lentement la tête. Son esprit avait déjà plusieurs coups d'avance. Elle calculait, elle évaluait la situation, exactement comme elle avait été entraînée à le faire sous le feu ennemi. Rachel Kahn, qui était restée muette pendant toute la projection, brisa finalement le silence à son tour. Sophia, dit-elle avec précaution. Avec cette vidéo, nous gagnons sur toute la ligne. Nous pourrions régler cette affaire dès la semaine prochaine. Sophia se tourna vers elle, et quelque chose dans son expression figea instantanément Jean et Rachel. Pas encore, murmura Sophia. Rachel fronça les sourcils. Pourquoi attendre? C'est exactement tout ce dont nous avons besoin. Sophia reporta son regard sur l'image figée, affichée sur l'écran de l'ordinateur. Le sourire facile de Daniel, capturé au milieu d'une phrase. Il ignorait totalement que cet instant venait d'être préservé pour l'éternité. Parce que je ne veux pas d'un règlement à l'amiable discret, déclara Sophia, d'une voix calme, mais incontestablement ferme. Je veux que la vérité soit dite, à voix haute, devant tous ceux qui ont passé la dernière année à croire sa version de l'histoire. Personne, dans la pièce, ne chercha à la contredire. L'assurance glaçante de sa voix faisait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une requête. C'était une décision déjà entérinée. Le genre de décision que Sophia avait appris à prendre dans des pièces bien plus dangereuses que celle-ci. Et cette fois, elle avait la ferme intention d'aller jusqu'au bout. Le matin de l'audience finale, Daniel Reynolds entra dans le tribunal comme un homme qui venait déjà de rafler la mise. Il portait un costume bleu marine flambant neuf, le genre de costume un peu trop bien taillé pour un homme prétendant avoir de graves difficultés financières. Il salua son avocat d'une poignée de main et d'un sourire, suggérant qu'il ne considérait toute cette épreuve que comme une simple formalité à expédier. Lily était assise 2 rangées derrière lui, dans le public. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et son expression avait été soigneusement travaillée pour paraître compatissante et modeste. Les parents de Daniel étaient assis à côté d'elle, avec son frère et sa belle-sœur. Tous étaient habillés pour assister à ce qu'ils croyaient fermement être l'issue difficile, mais finalement juste, de cette affaire. À leurs yeux, Sophia n'avait jamais été véritablement présente dans ce mariage. Elle n'avait été qu'un nom sur une liste de déploiement, une voix grésillante au bout d'une ligne téléphonique. Elle était cette femme qui, bien trop souvent pour une épouse, avait préféré son uniforme à son alliance.
Sophia fit son entrée séparément, vêtue d'un simple tailleur gris anthracite. Sa posture était droite, et son expression demeurait totalement indéchiffrable. Elle croisa brièvement le regard de Daniel, à l'autre bout de la salle. Il lui adressa un petit signe de tête, presque empli de pitié. Le genre de signe que l'on pourrait adresser à un adversaire déjà vaincu. L'audience commença par des questions de procédure habituelles. Mais, il ne fallut pas longtemps avant que l'avocat de Daniel ne commence à dérouler le récit qu'ils avaient, de toute évidence, répété pendant des semaines. Il décrivit la carrière de Sophia avec un ton si pernicieux, qu'il fit passer 26 années de service honorable pour un vulgaire abandon de famille. Les déploiements furent redéfinis comme des absences injustifiées. La prime d'opération fut présentée comme une compensation financière, reçue pour avoir privilégié sa carrière plutôt que son foyer. Il dressa le portrait de Daniel en mari dévoué, laissé pour compte à maintes reprises. Un homme forcé d'élever seul ses 2 filles, pendant que sa femme courait après la gloire à l'étranger. Monsieur Reynolds a sacrifié ses propres opportunités professionnelles, plaida l'avocat, afin de maintenir la stabilité de son foyer. Pendant ce temps, Madame le colonel Reynolds était, de manière fort compréhensible, dévouée à son service. Mais un mariage exige de la présence, de la complicité, et un partenaire qui soit physiquement là. Daniel prit ensuite la barre des témoins, et il joua son rôle avec un talent profondément troublant. Sa voix se brisa exactement au bon moment. Il raconta comment il avait dû assister, seul, à la remise des diplômes de sa fille, parce que Sophia était déployée à Gao. Il évoqua les anniversaires de mariage passés en solitaire, la difficulté d'apprendre à être parent sans la présence physique de sa compagne. Il décrivit cette solitude si cruelle, celle d'aimer quelqu'un qui choisit, perpétuellement, de s'en aller. Sophia resta assise, et écouta chaque mot sans broncher. Pourtant, un frisson glacial la traversa, face à la facilité déconcertante avec laquelle il transformait la vérité en arme redoutable. Oui, elle avait été absente. Oui, il y avait eu des anniversaires manqués et des fêtes solitaires. Mais la solitude n'avait jamais été un permis de voler. Et le sacrifice n'avait jamais été une excuse pour justifier une trahison, habilement déguisée en chagrin d'amour. Dans le public, plusieurs personnes de la famille, des amis, des voisins invités à y assister, s'essuyèrent les yeux. Une femme plus âgée, assise vers le fond, secoua lentement la tête, murmurant une parole compatissante à l'homme assis à côté d'elle. Même l'avocat de Daniel sembla se détendre à mesure que l'audience progressait. Il sentait bien que la salle basculait, minute après minute, en leur faveur. Aux côtés de Sophia, Rachel Kahn restait parfaitement calme. Elle prenait de brèves notes de temps à autre, ne laissant rien transparaître de ce qui les attendait, sagement rangé dans le dossier fermé, posé sur la table devant elle. Lorsque le moment des plaidoiries finales arriva, la juge Harmon s'adressa aux 2 parties. Elle affichait cette neutralité si bien rodée, propre à ceux qui avaient vu un millier de mariages se désintégrer, dans cette même salle. Avant que nous ne procédions à la division des biens, dit-elle en regardant Sophia, Madame Reynolds, acceptez-vous de diviser les biens conjugaux à parts égales? La question flotta dans l'air, exactement comme elle l'avait fait des mois plus tôt, bien que tout, dans cet instant, parut désormais radicalement différent. Sophia se leva lentement, lissant le devant de sa veste. Elle laissa le silence s'étirer, juste assez longtemps pour que la salle entière se penche en avant, pendue à ses lèvres, sans même s'en rendre compte. Absolument, répondit Sophia, d'une voix égale et cristalline. Mais, avant cela, j'aimerais que tout le monde, dans cette pièce, regarde quelque chose. Un murmure de confusion parcourut le public. L'avocat de Daniel jeta un regard en biais à son client. Il s'attendait à être rassuré, espérant que Daniel balayerait cela d'un geste, comme s'il s'agissait d'une manœuvre désespérée et vide de sens. Mais, au lieu de cela, le visage de Daniel se vida de ses couleurs en un instant. Non, s'écria-t-il, bien plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il se leva à moitié de sa chaise, avant de se ressaisir. Votre honneur, ceci. Ceci n'a pas été communiqué comme élément de preuve. Cela a été communiqué il y a 3 jours, votre honneur, intervint Rachel avec calme.
Elle fit glisser un document officiel vers l'huissier de justice. Dans les règles de l'art, et dans les délais impartis. La juge Harmon étudia longuement la documentation. Puis, elle leva les yeux, d'abord vers Rachel, puis vers Daniel. Le sang-froid de ce dernier commençait à s'effriter, d'une manière que la salle d'audience n'avait encore jamais vue. Quelque chose avait subtilement changé dans sa posture. Sa confiance si désinvolte s'était envolée, remplacée par l'immobilité rigide d'un homme qui réalisait, peut-être pour la toute première fois, qu'il ne contrôlait plus la fin de l'histoire. Procédez, ordonna la juge Harmon. Sophia fit un signe de tête à Rachel. Cette dernière connecta rapidement un petit ordinateur portable au système de projection du tribunal. L'écran, situé à l'avant de la salle, s'alluma. Il était encore noir, en pause, dans l'attente. Les yeux de Daniel cherchèrent ceux de Lily, dans l'assistance. L'espace d'un instant, quelque chose passa entre eux. Ce n'était pas de l'affection, mais pur calcul. C'était la reconnaissance muette de deux personnes, réalisant soudain que le sol, sous leurs pieds, avait déjà commencé à s'effondrer. « Ne fais pas ça », répéta Daniel. Plus doucement, cette fois. Presque pour lui-même. Mais il était bien trop tard. Toute la salle s'était déjà tournée pour regarder l'écran. Sophia, debout, parfaitement immobile à l'avant du tribunal, pressa le bouton de la petite télécommande qu'elle tenait en main. L'écran clignota une fois, puis se figea sur une image nette, le bureau de la maison de l'avenue des Tilleuls. Une image capturée par la petite caméra oubliée, cachée dans l'étagère décorative. La qualité de l'image n'était pas parfaite. Légèrement granuleuse, elle portait un horodatage dans un coin, indiquant une date remontant à 11 mois. Mais il était impossible de se tromper sur l'identité de l'homme derrière le bureau. Impossible, également, de ne pas reconnaître la femme assise en face de lui, avec son téléphone à la main. Sophia lança la lecture. Le tribunal plongea dans un silence d'une telle profondeur, que le bourdonnement des néons au plafond parut soudain assourdissant. La voix enregistrée de Daniel emplit la pièce. Aisée, insouciante, elle discutait de transfert de fonds offshore, avec le même ton décontracté qu'il aurait employé pour parler de ses projets du week-end. La voix de la comptable suivit, claire et précise, décrivant les délais stricts pour déplacer les fonds, avant que la procédure de divorce ne devienne officielle. Puis, vint le moment précis qui fit visiblement se raidir plusieurs personnes dans le public. Daniel, s'adossant à sa chaise, souriant avec arrogance, prononçant ces mots qui allaient désormais le hanter pour le reste de sa vie. Elle ne remarquera même rien. Elle est trop occupée à jouer au petit soldat pour se soucier de vulgaires tableurs. Une femme, vers le fond de la salle, eut un hoquet de surprise bien audible. La mère de Daniel plaqua une main contre sa bouche. À côté d'elle, le frère de Daniel fixait le vide devant lui, la mâchoire crispée, comme s'il essayait de se convaincre que cette voix appartenait à un inconnu. La vidéo continuait de tourner, désormais inarrêtable. Chaque nouvelle phrase résonnait comme une lourde pierre, jetée dans une eau dormante. Le rire de Lily emplit les haut-parleurs du tribunal. Un rire léger, plein d'insouciance, cruellement ignorant que ces murs, en qui elle avait eu confiance, témoigneraient un jour contre elle. La juge aura probablement pitié d'elle, disait sa voix enregistrée. La pauvre colonelle surmenée, qui n'est jamais à la maison. Ça joue en notre faveur, n'est-ce pas? Exactement, répondait la voix de Daniel. Personne ne va blâmer le type dont la femme disparaissait 200 jours par an. Sophia se tenait près de la table des pièces à conviction, les mains croisées devant elle. Elle ne regardait pas l'écran, mais observait la salle. Elle scrutait les visages de ces mêmes personnes qui, 20 minutes plus tôt à peine, essuyaient leurs larmes face au témoignage de Daniel sur sa solitude et ses sacrifices. Elle regardait ces visages se décomposer lentement, pour laisser place à l'horreur et à l'incrédulité. Sous leurs yeux, la vérité brutale était en train de démanteler l'histoire mensongère qu'on venait de leur raconter. La vidéo atteignit sa dernière partie, de loin la plus accablante. À l'écran, l'avocat de Daniel posa la question qui avait hanté les nuits de Sophia, depuis la toute première fois qu'elle l'avait entendue, dans ce sous-sol. Depuis combien de temps tout cela est-il en marche,
Daniel, de façon réaliste. Le sourire enregistré de Daniel s'élargit. Plein d'aisance, empli de fierté. L'image même d'un homme se félicitant lui-même, devant des gens en qui il avait totalement confiance. Honnêtement, disait-il, depuis près de 8 ans. Ces mots frappèrent le tribunal, avec la même violence qu'ils avaient frappé Sophia, dans ce sous-sol. Sans fracas, mais de manière absolue. Ce fut ce silence lourd, qui suit une vérité bien trop immense pour être assimilée sur le champ. La juge Harmon, qui était restée parfaitement de marbre pendant ces 3 longues minutes, se pencha finalement en avant. Elle attrapa elle-même la télécommande, et mit la vidéo en pause. L'image se figea sur le visage souriant de Daniel, arrêté au beau milieu d'une phrase, à jamais figé en plein acte de célébration de sa propre tromperie. La juge retira lentement ses lunettes. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était calme, mais elle portait un poids incontestable. « Maître, dit-elle en regardant l'avocat de Daniel. Souhaitez-vous fournir une explication au tribunal ?» L'avocat de Daniel ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Il jeta un coup d'œil désespéré à son client, cherchant quelque chose auquel se raccrocher, une explication, une ligne de défense, n'importe quoi. Mais Daniel restait simplement figé sur sa chaise. Il fixait l'écran, désormais statique, avec un visage de la couleur d'un vieux papier. « Votre honneur, réussit finalement à balbutier l'avocat, je n'avais pas été informé du contenu de cet enregistrement, avant aujourd'hui. » « C'est une évidence, » répondit sèchement la juge Harmon. Dans le public, la mère de Daniel avait commencé à pleurer silencieusement dans un mouchoir. Mais, s'agissait-il de larmes de honte ou de chagrin, il était impossible de le dire. Son frère se leva brusquement, et quitta la salle d'audience sans dire un seul mot. La lourde porte se referma derrière lui, avec un claquement qui sembla résonner bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Lily, assise près du fond, s'était raidie. Son expression, autrefois si soigneusement composée, se fissurait de toutes parts, alors que toutes les têtes, dans l'assistance, commençaient lentement à se tourner vers elle. Sophia restait debout, à l'avant, calme et maîtresse d'elle-même. Elle observait l'effondrement qu'elle avait orchestré. Elle le regardait sans aucune cruauté, mais avec cette même précision chirurgicale, qu'elle utilisait autrefois pour planifier des opérations militaires, là où la moindre variable devait être anticipée. Ce n'était pas là une vengeance née de la rage. C'était une justice rendue avec discipline. La discipline d'une femme qui avait passé 26 ans à apprendre que la vérité, lorsqu'elle est correctement présentée, n'a besoin d'aucun artifice pour détruire ses adversaires. Daniel finit par se tourner pour la regarder. Et, pour la toute première fois depuis le jour où il lui avait dit que l'armée pouvait la garder, Sophia lut quelque chose d'inhabituel dans ses yeux. Ce n'était pas de l'arrogance, ni l'aisance d'un homme persuadé de détenir tous les atouts. C'était de la peur. « Sophia », dit-il doucement. Sa voix se brisa, d'une manière bien plus sincère que lors de son témoignage répété de tout à l'heure. « Je peux t'expliquer. »« Tu l'as déjà fait », répondit Sophia, d'une voix stable, presque douce. « Il y a 3 minutes, et de manière très claire. » La juge Harmon ordonna une brève suspension de séance. Son ton ne laissait aucune place à la contestation. La salle d'audience explosa instantanément en de multiples conversations étouffées et frénétiques, dès l'instant où elle quitta son siège. Les avocats se concertèrent. Les membres de la famille se mirent à chuchoter, avec un sentiment d'urgence palpable. Lily se leva précipitamment, et se glissa discrètement vers la sortie. Son assurance passée l'avait totalement désertée. Pendant ce temps, Daniel restait cloué sur sa chaise. Il fixait ses propres mains, comme s'il n'arrivait plus à les reconnaître. Rachel Kahn se pencha vers Sophia, parlant à voix basse. Ça s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Sophia acquiesça d'un signe de tête, mais elle ne se sentait pas triomphante. Pas exactement. Ce qu'elle ressentait était beaucoup plus silencieux, c'était le soulagement profond de voir cette vérité, qu'elle avait portée seule pendant des mois, devenir enfin visible aux yeux de tous. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'image figée, brillant encore faiblement sur l'écran du tribunal.
Le visage souriant de Danielle, suspendu à l'instant précis de sa propre perte. Et, pour la première fois depuis très longtemps, elle s'autorisa enfin à respirer. La suspension devait durer 20 minutes. Mais tous, dans cette salle d'audience, avaient déjà compris une chose, rien de ce qui se produirait après cette pause ne ressemblerait à ce qui s'était passé auparavant. La pause s'étira bien au-delà de 20 minutes. Le temps que la juge Harmon regagne son siège, les murmures s'étaient déjà propagés au-delà des murs du tribunal, relayés par des appels passés dans les couloirs, et par des SMS envoyés à la hâte depuis le public. Ce qui avait commencé comme une simple audience de divorce de routine, s'était transformé en quelque chose de bien plus grave. Toutes les personnes présentes semblaient ressentir que le monde, sous leurs pieds, avait irrémédiablement changé. La juge Harmon ne perdit pas de temps. Compte tenu du contenu de cet enregistrement, déclara-t-elle, j'ordonne, avec effet immédiat, un audit jury comptable complet de l'ensemble des biens matrimoniaux. Tous les comptes associés à M. Reynolds, y compris les sociétés écrans identifiées par les enquêteurs de la plaignante, seront gelés, dans l'attente d'une analyse approfondie. L'avocat de Danielle tenta une brève objection, mais l'expression de la juge lui fit très vite comprendre que la question n'était pas ouverte au débat. Dans l'heure qui suivit, des signalements formels furent transmis. L'un à la brigade financière, et l'autre au parquet national, en raison des transferts offshore que Marcus Whitfield avait réussi à tracer, via les registres de la société écran. Ce qui n'était, au départ, qu'un mariage se terminant par une vulgaire tromperie, se transformait désormais, à vitesse grand V, en une véritable enquête criminelle. Les nouvelles de l'audience firent rapidement le tour du cercle social de Danielle. C'est ainsi que les scandales se propagent, dans des milieux uniquement bâtis sur les apparences. Les partenaires commerciaux, qui lui avaient fait confiance pour leurs investissements, commencèrent à passer leurs propres coups de téléphone. D'abord à Danielle, puis, lorsqu'il cessa de répondre, à leurs propres avocats. 2 contrats lucratifs, qu'il négociait secrètement, tombèrent à l'eau dès la première semaine. Son club de golf privé, où il était membre depuis plus d'une décennie, refusa discrètement de renouveler sa cotisation. Lily partit la première. Elle ne l'appela pas, elle cessa simplement de répondre à ses appels. En l'espace de quelques jours, Danielle apprit, par une connaissance commune, qu'elle avait quitté l'appartement qu'ils partageaient. Elle était retournée vivre chez ses parents, à l'autre bout de la France. Quelle que soit l'idée qu'elle se faisait de leur avenir, elle n'incluait de toute évidence pas cette nouvelle version de Danielle, désormais dans le viseur de la justice financière. Sa propre famille ne se montra guère plus fidèle. Son frère, qui avait quitté le tribunal sans un mot, refusa de retourner ses appels pendant des semaines. Sa mère, toujours en larmes après ce qu'elle avait vu ce jour-là, lui expliqua, avec douceur mais fermeté, qu'elle avait besoin de temps avant de pouvoir le regarder à nouveau. La chaleur réconfortante des réunions de famille, des fêtes, ou des simples dîners du dimanche soir, tout cela se dissipa. Ce fut remplacé par un silence glaçant, un isolement que Danielle n'avait jamais connu, de la part de ces personnes qui avaient toujours été inconditionnellement de son côté. De son côté, Sophia traversa les semaines suivantes avec la même discipline mesurée qu'il avait portée, tout au long de ses 2 décennies de service. Elle rencontra Rachel Camp pour finaliser les termes de l'accord de divorce. Ses conditions penchaient désormais massivement en sa faveur. Non pas par esprit de vengeance, mais parce que la vérité, une fois exposée à la lumière du jour, ne laissait plus aucune place à la négociation. Elle supervisa le transfert des économies pour les études de ses filles, vers de nouveaux comptes sécurisés. Peu à peu, elle commença à récupérer les morceaux d'une vie qui, dans son dos, avait été silencieusement démantelée, et ce pendant près de 10 ans. Mais, même au milieu de cette victoire éclatante, certains moments de silence parvenaient à la prendre au dépourvu. Tard un soir, alors qu'elle triait de vieilles photographies, en emballant ses dernières affaires dans un garde-meuble, elle tomba sur une photo du jour de leur mariage. Danielle y apparaissait jeune, sans défense, souriant à l'objectif. Il arborait cette expression que Sophia avait, autrefois, prise pour de l'amour. Elle resta assise avec la photographie pendant un long moment. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la colère, mais plutôt une forme de deuil. Le deuil de ces années auxquelles elle avait sincèrement cru. Le deuil de cette version de son mariage qui,
au moins pendant un temps, lui avait semblé si réelle, même si elle ne l'avait jamais été pour lui. Daniel l'appela 2 fois au cours de ce mois. La première fois, elle laissa sonner jusqu'à la messagerie. Son message fut bref, sa voix tremblante, d'une manière qu'elle ne lui avait jamais connue auparavant. « Sophia, je sais que je ne le mérite pas, mais pouvons-nous parler, s'il te plaît ?» Elle ne le rappela pas. La deuxième fois, il l'appela depuis un numéro différent, et il se trouva qu'elle était juste à côté de son téléphone. Quelque chose la poussa à décrocher, bien qu'elle fût incapable de dire, par la suite, de quoi il s'agissait exactement. « Sophia, » dit Daniel. Elle entendit immédiatement qu'il pleurait. Son sang-froid s'était totalement évaporé. Il était mis à nu, affichant une vulnérabilité plus rare encore que ce qu'elle avait pu voir le jour de leur mariage, ou à la naissance de leur fille. « Je suis désolée. Je sais que ça ne signifie plus rien aujourd'hui, mais je le suis vraiment. Je ne comprends même pas comment c'est allé aussi loin. Je ne comprends pas qui je suis devenue. » Sophia se tenait près de la fenêtre de sa cuisine. Elle regardait la lumière du soir s'estomper, sur une rue qu'elle reconnaissait à peine comme faisant partie de sa propre vie. Une part d'elle aurait voulu se sentir triomphante. Elle aurait voulu savourer le fait de l'entendre finalement se briser, de la même manière qu'elle s'était brisée, ce soir où il lui avait lancé que l'armée pouvait la garder. Mais, au lieu de cela, elle se sentait surtout fatiguée. C'était cet épuisement si particulier, qui vous envahit après avoir porté un fardeau bien trop lourd, et cependant bien trop longtemps. Le soulagement, enfin, de pouvoir le déposer à terre. « Tu as déjà fait ton choix, Daniel, » répondit-elle doucement. « Il y a très longtemps. Il y a 8 ans, selon tes propres mots. » Il ne répondit pas immédiatement. Au bout du fil, elle pouvait entendre sa respiration saccadée. L'espace d'un instant, elle ressentit presque de la pitié pour l'homme qu'il avait été autrefois, avant que ce qui l'avait altéré ne prenne définitivement le dessus. « Je ne te déteste pas, » ajouta-t-elle, se surprenant elle-même de la profonde sincérité de ses propres mots. « Mais je n'ai plus rien à t'offrir non plus. Pas de colère, pas de pardon. Juste de la distance. » Elle mit fin à l'appel avec douceur, sans aucune cruauté, et posa son téléphone sur le plan de travail. Par la fenêtre, le ciel avait pris cette nuance de bleu si particulière, celle qui précède la tombée de la nuit. Un ciel calme, dégagé, et totalement indifférent au drame de la journée. Sophia resta là un long moment. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit que quelque chose, à l'intérieur d'elle, retrouvait enfin sa juste place. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais c'était la paix silencieuse, ferme et inébranlable, d'un soldat qui, après une campagne longue et incertaine, pose enfin le pied sur la terre ferme. 6 mois plus tard, le grand amphithéâtre de l'école militaire se remplit de cette énergie si silencieuse et solennelle, propre aux cérémonies de départ à la retraite des forces armées. Des rangées de chaises pliantes s'étiraient sous le haut plafond. Les drapeaux tricolores étaient positionnés avec une précision chirurgicale, le long de l'estrade. L'air ambiant portait ce mélange si particulier de fierté et de gravité, unique à ces lieux où le service de la nation est véritablement honoré, et non simplement évoqué. Sophia Reynolds se tenait dans les coulisses. Elle portait son uniforme d'apparat. Ses rubans et ses médailles étaient minutieusement alignés sur sa poitrine, racontant à eux seuls, sans qu'un mot ne soit nécessaire, l'histoire de ses 26 années de service. Se racle la gorge. Ses mains étaient fermes. Pourtant, son cœur palpitait d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie. Ni avant ses innombrables briefings, ni avant ses déploiements, pas même lors de son passage au tribunal des mois plus tôt. Ce moment précis était différent. Elle avait la sensation de clore un chapitre, dont elle n'aurait jamais pensé, un jour, pouvoir atteindre la fin. Lorsque son nom retentit, elle avança vers le pupitre. Ses pas étaient aussi mesurés, que lorsqu'elle traversait des terrains bien plus hostiles et dangereux. Et les applaudissements, qui s'élevèrent pour l'accueillir, eurent l'impact d'un véritable choc physique. C'était une véritable vague sonore, venue de centaines de personnes, qui comprenaient très exactement le prix de son engagement, et la valeur de ce qu'elle avait accompli. Ses camarades officiers se levèrent.
Les sous-officiers qu'elle avait formés au fil des années se tenaient à leur côté, certains les larmes aux yeux. Ces 2 filles étaient assises au premier rang. Elles étaient désormais des femmes accomplies, et elles regardaient leur mère avec une fierté si manifeste, que la gorge de Sophia se serra, avant même d'avoir pu prononcer le moindre mot. Elle parla de l'engagement, de cette forme bien particulière d'honneur, celle qui ne s'annonce jamais avec fracas, mais qui se manifeste, jour après jour, dans les plus petites comme dans les plus grandes décisions. Elle parla de la famille. Non pas celle qu'elle avait perdue, mais de celle qu'elle avait construite au sein même de l'armée. Elle parla de ces hommes et de ces femmes, qui étaient restés à ses côtés, traversant avec elle les déploiements, les pertes tragiques, et les longues périodes d'attente silencieuse. Elle parla de loyauté, et de la différence fondamentale entre ceux qui prétendent vous aimer, et ceux qui le prouvent, par des années de présence constante, et souvent sans gloire. Elle ne mentionna jamais le nom de Daniel. Elle n'en avait pas besoin. Quelque part dans les dernières rangées, assis seul près des portes de sortie, Daniel Reynolds écoutait en silence. Il avait demandé, par l'intermédiaire d'un tiers, s'il pouvait assister à la cérémonie. Sophia avait accepté. Non pas par pur sentimentalisme, mais parce qu'elle ne ressentait plus le besoin de l'exclure des moments importants de son existence. Sa présence ne menaçait en rien l'importance de ce jour. Il était simplement devenu un spectateur lointain, désormais incapable de toucher au cœur même de la vie de Sophia. Après la cérémonie, alors que la foule commençait à se mêler autour des buffets de réception, une jeune lieutenante s'approcha de Sophia avec hésitation. Elle rassemblait visiblement son courage pour oser lui adresser la parole. Elle devait l'avoir dans les 25 ans, le regard vif. Son uniforme portait encore cette rigidité parfaite, typique des militaires en tout début de carrière. « Mon colonel », commença la lieutenante, « j'ai entendu parler, en partie, de ce qui s'est passé lors de votre divorce. J'espère que je ne vous offense pas en abordant le sujet. » Sophia sourit avec bienveillance. « Ce n'est rien, allez-y. »« Comment y avez-vous survécu ?» demanda la jeune femme. « Comment survivre au fait de tout perdre, tout en continuant à servir votre pays ?» Sophia réfléchit à la question un bref instant, observant la lumière de fin d'après-midi, qui filtrait à travers les hautes fenêtres, derrière l'épaule de la jeune lieutenante. « Je n'ai pas tout perdu, » répondit enfin Sophia. « Je n'ai perdu que l'homme qui faisait semblant de m'aimer. Tout ce qui comptait réellement, mes filles, ma carrière, les personnes qui sont restées à mes côtés pendant mes 26 années sous cet uniforme, tout cela est resté très exactement là où cela devait être. » La lieutenante hocha lentement la tête. Quelque chose, dans son expression, sembla changer profondément. C'était comme si on venait de lui transmettre une leçon précieuse, qu'elle porterait avec elle, et cependant très longtemps. Plus tard, alors que la réception touchait à sa fin, et que la majorité des invités se dirigeaient vers le parking, Sophia sortit prendre l'air, seule. Elle se tenait debout, sous le drapeau français, qui pendait immobile dans l'air chaud de la soirée. Elle repensa soudain à cette fameuse nuit, dans la cuisine de l'avenue des Tilleuls. À la voix de Daniel, si tranchante et si sûre d'elle, « L'armée peut te garder. Moi, je veux une vraie femme. » Elle rit presque, en regardant le drapeau bouger légèrement, sous une brise qui venait tout juste de se lever. « Il avait raison sur un point, » dit-elle doucement, ne parlant à personne en particulier. « L'armée m'a effectivement gardée. Elle m'a enseigné la discipline, l'honneur, et l'intégrité. Et, le jour où j'ai eu le plus besoin de ces vertus, elles se sont révélées avoir infiniment plus de valeur que tout ce qu'il a tenté de me voler. » Elle resta là, immobile encore quelques instants. Elle profita de la dernière chaleur du jour sur son visage. Puis, elle se retourna et marcha vers sa voiture, dans son uniforme d'apparat. Sa colonne vertébrale était parfaitement droite, et ses pas, dénués de toute précipitation. Elle ne jeta pas un seul regard en arrière vers le bâtiment. Elle n'accorda pas non plus un regard vers ce coin, près de la sortie, où Daniel s'était discrètement éclipsé, à un moment ou un autre durant la réception. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Sophia Reynolds marchait seule vers son avenir, n'appartenant plus, et de manière absolue, qu'à elle-même. Et, pour la toute première fois, cela ressemblait furieusement à la liberté. Si cette histoire vous a touché,
J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Avez-vous déjà découvert, sur une personne que vous aimiez, une vérité qui a bouleversé tout ce que vous croyez savoir? Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi d'où vous nous regardez ce soir. Nous avons encore tant d'autres histoires de ce genre à partager avec vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, et restez avec nous, car vous ne voudrez sous aucun prétexte manquer ce qui arrive très prochainement. Merci d'avoir passé ce moment avec l'histoire de Sophia, et continuons, ensemble, à parcourir ce chemin.